Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est le dernier podcast qui va parler de la saison 2025 de NBA, le podcast sur la preview des finales NBA entre Oklahoma City et Indiana. Cette preview va être un peu plus longue que les précédentes, je l'ai bien travaillée et bien plus qu'une autre que j'ai faite car c'est quand même les finales NBA et qu'il faut mettre le paquet pour récompenser ces deux parcours de ces très belles équipes cette saison. Je vous emmène avec moi. C'est une finale inattendue mais prometteuse. La NBA aurait sans doute rêvé d'un affrontement entre mastodontes médiatiques comme les Los Angeles Lakers, Boston ou encore New York. Pourtant, ce sont deux franchises qui sont dits des petits marchés. Oklahoma City, 47e marché TV aux États-Unis, en confondant tout le sport américain, et les Indiana Pacers, qui est la ville d'Indianapolis, qui sont 25e. Ce sont ces deux franchises NBA qui s'affrontent durant ces finales. Un choc qui, au début des playoffs, paraissait très improbable, mais extrêmement excitant. Si certains redoutent une audience télévisée en baisse, 11,3 millions de téléspectateurs en moyenne lors des finales 2024, cette affiche inédite pourrait bien surprendre par la qualité du jeu proposé. En effet, derrière l'absence de grandes stars médiatiques se cache un duel tactique intense entre deux équipes patiemment construites et au jeu collectif très affûté. Plus qu'un affrontement entre individualités surmédiatisées, c'est une véritable ode au basket stratégique qui s'annonce. Aucune finale NBA depuis 1971 n'avait opposé deux équipes en dehors du top 20 des grands marchés. Ce duel incarne donc la nouvelle ère de la parité dans la ligue où le mérite sportif prend le pas sur la valeur commerciale. Première fois de l'histoire que aucune des deux équipes ne paye la luxury tax. Deux constructions qui sont à contre-courant des constructions de super teams et des gros marchés. Indiana et Oklahoma City ont en commun une approche fondée sur le développement interne, l'intelligence de recrutement. Oklahoma City s'est structuré autour de talents jeunes et complémentaires, Shai Gilgeous-Alexander via le trade via Paul George, Chet Holmgren, Jalen Williams, Aaron Wiggins, Luguentz Dort et son coach Mark Daigneault, issu de la G-League, c'est-à-dire de la Ligue de développement de la NBA. Tous ceux que j'ai cités sont issus de la draft ou de transferts bien ciblés et de signatures de joueurs que peu de gens connaissaient. Mark Daigneault, le coach, fait tourner régulièrement son équipe à 9 ou 10 joueurs, créant une intensité constante sur l'ensemble du match. Indiana, de son côté, a également misé sur un noyau jeune emmené par Tyrese Haliburton, le meneur de jeu All-Star et All-NBA, épaulé par Pascal Siakam, son lieutenant, et des éléments en plein essor comme Bénédicte Mathurin, Andrew Nembhard ou encore Aaron Nesmith. Tout cela entouré de Rick Carlisle, leur entraîneur expérimenté, champion NBA en 2011 avec Dallas, et le pivot titulaire Miles Turner qui est à Indiana depuis 10 ans. Rick Carlisle, quant à lui, a également une rotation large et dynamique en play-off avec 12 joueurs à au moins 12 matchs sur les 16 joués en play-off cette saison. Il utilise une rotation large qui est capable d'étouffer ses adversaires comme ce fut le cas face aux Knicks en finale de conférence. Dans les deux cas, la profondeur n'est pas seulement une contrainte budgétaire, elle devient une arme tactique. Répartition des efforts, variété de profils, adaptation rapide aux situations, ces équipes montrent qu'on peut rivaliser sans super team avec du collectif et de la constance. Maintenant, attaquons-nous aux dynamiques. Commençons par celle qui aura l'avantage du terrain, cette série. Le parcours d'Oklahoma City, une montée en puissance impressionnante. Le Thunder a connu une saison exceptionnelle, terminant avec un bilan de 68 victoires pour 14 défaites, meilleur de la ligue. Leur parcours en play-off témoigne d'une solidité et de leur progression. Un premier tour face au Memphis Grizzlies de Ja Morant. Les Grizzlies n'avaient pas le niveau, 4-0, série maîtrisée par le Thunder de A à Z, même si on a vu que durant les matchs 3 et 4, Ja Morant et les Grizzlies de Thomas Isalo avaient réussi à leur poser quelques soucis.
les demi de finale de conférence face à Denver avec une victoire en match 7, 4-3. Après avoir été mené 2-1 dans la série, le Thunder a dominé Jokic dans les moments décisifs. Shai Gilgeous a été clutch, Chet Holmgren a su hausser le ton défensivement, une série où chaque possession comptait, et là où le collectif de Marc Degnaud, grâce à sa rotation longue et large, avec notamment Alex Caruso, Cason Wallace, Isaiah Joe, ont permis au Thunder d'aider Shai Gilgeous-Alexander plutôt que Nikola Jokic avait à peine Russell Westbrook et une fois de temps en temps Julian Schroeder ou Peyton Watson pour être une rotation honnête en playoff. Enfin, une victoire 4-1 face à Minnesota. Avec une énorme défense, le Thunder aura réussi à contenir les Timberwolves et s'imposer avec autorité. Maintenant, passons donc au parcours des Pacers. Les Pacers arrivent dans cette finale NBA en pleine confiance. Leur parcours en playoff est remarquable et leur progression tout au long de la saison impressionne. Première série contre Indiana, victoire contre Milwaukee. 4-1. Oui, les Bucks étaient amoindris, Damian Lillard blessé, Giannis un peu seul, mais ce serait une erreur de réduire cette victoire à ça. Indiana a étouffé Milwaukee avec une intensité importante, collective remarquable. Chaque match voyait un héros différent, Haliburton, puis Siakam, puis Aaron Nesmith. Bref, tout le monde a été très bon, et McConnell qui donne le ton en sortie de banc. Indiana, face à Cleveland. Face à Cleveland, Indiana a tout simplement été chirurgical, une adresse exceptionnelle, une rotation disciplinée, une défense ajustée. Aucun joueur au-dessus de 14 tirs par match, mais 7 à plus de 7 tirs. Cela veut dire aucun point de fixation, aucun joueur à isoler, tous sont une menace, tous exécutent. Enfin, face aux New York Knicks, les Pacers ont déroulé leur attaque avec une réussite à 3 points très très importante. Les Knicks sont essoufflés défensivement, une rotation qui au départ de la série a été très peu importante et qui s'est élargie au fur et à mesure de la série. On a vu des ajustements côté Knicks avec l'arrivée de Mitchell Robinson dans le 5 majeur, mais la profondeur de banc des Pacers a fait la différence. Jalen Brunson et Karl Anthony Towns ont été trop isolés. On a peu vu Mikal Bridges offensivement dans cette série. Indiana et Oklahoma City ont une très grande capacité à gagner à l'extérieur, ce qui est très important en playoff, car Indiana n'a eu l'avantage du terrain que lors de sa première série contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Maintenant, on va faire une analyse tactique un peu plus approfondie. Indiana est une équipe qui joue vite, la 7e équipe qui joue le plus vite en termes de possession par match, 99,87. Elle veut étouffer son adversaire par l'intensité. Oklahoma joue elle également vite en termes de possession par match. Cependant, elle privilégie le contrôle du tempo. On laisse Shai Gilgeous-Alexander mener le jeu, faire tourner la balle et ralentir les espaces. Ce duel rapide contre lent sera déterminant. Un Thunder patient peut usurper l'attaque éclair des Pacers. Je précise également qu'Oklahoma City joue très vite, mais c'est notamment par rapport aux pertes de balles qu'ils font avoir à leurs adversaires. C'est grâce à ça qu'ils jouent extrêmement vite. Sinon, sur demi-terrain, c'est une équipe qui joue plutôt lentement. L'autre clé de la série, c'est la réussite au tir extérieur face à la défense de périmètre d'Oklahoma City. Les Pacers comptent sur un tir à 3 points très performant. 40% sur ces playoffs de réussite. C'est absolument exceptionnel. Haliburton, Ben Mathurin, Aaron Nesmith, Andrew Nembhard, Pascal Siakam, tous sont en feu. Tous sont capables de dégainer très rapidement. Cependant, Oklahoma City est historiquement solide sur l'extérieur et excellent en défense. En playoff, le Thunder a la meilleure défense NBA, 104 points encaissés par 100 possessions, et force près de 18 pertes de balles par match aux adversaires. Convertissement donc ce que j'ai dit, ces ballons volés en transition et donc à un jeu rapide. Comment OKC va-t-il réussir à bloquer les tirs extérieurs d'Indiana, car Indiana est une équipe qui tire beaucoup de tirs à 3 points, mais également les shoots sont ouverts, c'est-à-dire qu'on préfère
donner des tirs au vert aux joueurs d'Indiana en disant allez-y, c'est Aaron Smith, c'est Andrew Nembhard, c'est Thomas Bryant qui vont nous battre à 3 points plutôt qu'on laisse le jeu total à Tyrese Haliburton. L'autre clé, là on a parlé de la défense du Thunder face à l'attaque des Pacers, maintenant passons à l'inverse. La défense hybride des Pacers face à l'attaque de SGA et du Thunder. Indiana a étudié le mix home-zone, c'est-à-dire que 5% de leurs possessions sont en zone cette saison, pour casser le rythme offensif adverse. Andrew Nembhard confirme que cette zone casse le rythme de l'équipe adverse quand elle est placée au bon moment. C'est précisément pour gêner Shai Gilgeous-Alexander, qui est le créateur primaire de l'attaque du Thunder, que cette zone doit être mise en place. L'efficacité d'SGA vient de sa capacité à drainer 3 défenseurs vers lui. Sa gravité pour aller au panier est telle qu'il crée des shoots ouverts pour ses coéquipiers, sans que ceux-ci n'aient vraiment à bouger. Les Pacers miseront sur leur couverture défensive multiple pour limiter les pénétrations du meneur canadien et forcer les autres joueurs à les battre. L'un des duels qui va surtout être important, c'est la bataille au rebond. On retrouve un duel de 4 intérieurs, Chet Holmgren, Miles Turner, Pascal Siakam et Isaiah Hartenstein. Les stats confirment un avantage net au Thunder durant les 2 confrontations. Chet compile 15 points et 10 rebonds de moyenne face à Miles Turner durant les 2 confrontations. Pour Indiana, Siakam et Turner devront compenser par leur capacité à anticiper et par rapport à une mobilité plus importante que les 2 grands d'Oklahoma City, et peut-être que les arrières et ailiers vont devoir aller aider au rebond, notamment je pense à Tyrese Haliburton qui a eu une très grosse activité au rebond face aux Knicks, en délaissant souvent le plus mauvais shooter de l'équipe pour aller aider au rebond. Mais va venir une chose qui va être le point clé de cette série, le duel des stars. Shai Gilgeous-Alexander face à Tyrese Haliburton. Le duel des meneurs, le duel de magiciens. Shai est le fer de lance offensif du Thunder avec plus de 30 points par match et 7 passes décisives. Et il peut carburer face à cette défense d'Indiana. On l'a vu, 45 points contre Indiana lors de leur dernier match. Haliburton est lui le moteur offensif des Pacers, 19 points par match et quasiment 10 passes. Et les tirs vers l'avant. Haliburton va donc seulement faire face à la défense physique du Thunder, qu'il a déjà ralenti de nombreuses fois. Lors des 2 dernières saisons face au Thunder, il était limité seulement à 12 points par match, sa pire moyenne contre toutes les équipes NBA. L'autre duel important, c'est le duel entre Pascal Siakam et Jalen Williams. L'ancien champion à Toronto apporte son expérience et sa puissance physique. Jalen Williams est très dynamique et adroit sur pick and roll. StatNews note même que Jalen tourne à 17 points par match en carrière face à Pascal Siakam. Pourtant, Siakam a dominé récemment. Il a enchaîné 3 matchs à 30 points en finale face aux Knicks et a remporté le trophée de MVP de la finale de la conférence S. C'est un vrai face-à-face et le joueur qui va prendre l'avantage dans ce duel donnera de bonnes chances à son équipe de l'emporter. Les ajustements défensifs probables. Donc maintenant, on va aller s'occuper des ajustements défensifs des 2 équipes et de qui va défendre sur qui durant ces playoffs. Luguentz-Dort va s'occuper de Tyrese Haliburton. Il est le candidat naturel pour museler le meneur américain. Il l'a déjà cloué 2 saisons de suite, comme dit précédemment. Haliburton ne marque donc qu'en moyenne 12 points par match lorsque Luguentz-Dort est défendu. Et le défenseur primaire. Indiana pourra tenter de l'éloigner de la défense puissante de Luguentz-Dort via des écrans. Et la défense de transition du Thunder risque de piéger l'adresse de Tyrese Haliburton avec des couvertures beaucoup plus fortes, avec beaucoup de edge, c'est-à-dire qu'on va forcer Tyrese Haliburton lorsqu'il va y avoir des situations de pick and roll, etc., de lâcher le ballon. Et on va beaucoup, je pense, faire de prises à 2 pour que la création passe par les autres. Les Pacers aiment switcher et pourraient diriger Pascal Siakam
sur Chet Holmgren lorsque Chet va vouloir remonter le ballon et donner Miles Turner au pivot. Sa force et ses longues foulées pourraient donc gêner les drives de Chet Holmgren et sa puissance pourrait gêner le grand échassé américain. Oklahoma City pourrait répondre en assignant Alex Caruso dans la 5 de départ par exemple, ou encore Cason Wallace. On pourrait voir des compositions d'équipe beaucoup plus petites, avec peut-être Chet en seul intérieur et Jalen Williams en poste 4, avec notamment Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Jalen Williams, Alex Caruso et Chet Holmgren sur le terrain en même temps pour amener plus de mobilité et de défense pour gêner tout le monde. Inversement, Indiana a montré qu'il pouvait envoyer Andrew Nembhard, Ben Sheppard ou encore Jarace Walker sur Shai Gilgeous-Alexander pour limiter ses pénétrations. La flexibilité tactique sera la clé. Chaque équipe est prête à permuter selon l'action. Les facteurs X seront les remplaçants. TJ McConnell, Obi Toppin côté Pacers, Alex Caruso, Cason Wallace côté OKC, et peut-être Isaiah Joe pourrait lui être une arme importante en sortie de banc. Il a eu beaucoup de mal à 3 points durant ses playoffs, alors qu'il est un shooter hors pair. Attention si celui-ci sort du bois durant cette série. Les statistiques clés, Indiana donc tire à 41% à 3 points durant ses playoffs, c'est le taux de réussite le plus important, tandis qu'Oklahoma City ne tire qu'à 33%, tandis que la moyenne NBA est à 36%. Oklahoma City est très inefficace à 3 points, tandis qu'Indiana est quant à lui très efficace. L'écart est donc significatif, illustrant la touche shoot des Pacers. Cependant, le true shooting percentage, qui est c'est-à-dire le pourcentage au tir réel des équipes en comptant le tir à 2 points, le tir à 3 points et les lancers francs, Indiana tire à 60%, 60,6% précisément, et Oklahoma City à 59,3%. C'est-à-dire que Indiana est très efficace, lui, à 3 points, ce qui fait augmenter ce true shooting, tandis qu'Oklahoma City est, lui, très à l'aise lorsqu'il s'agit d'aller au cercle. Donc les deux équipes sont proches d'une efficacité globale, avec un léger avantage quand même pour Indiana. Shai Gilgeous-Alexander a lui un usage. 35% des tirs sont pris par Shai Gilgeous-Alexander. Il touche très souvent la balle en attaque. Haliburton, à lui, ne prend que 21% des tirs de son équipe. Ainsi, Shai Gilgeous-Alexander porte seul le Thunder en attaque, tandis que Haliburton partage beaucoup plus son jeu avec les autres. Indiana possède 2 joueurs entre 18 et 20 points, Haliburton et Siakam, plus Mathurin autour des 10-12, et ensuite une arme avec Naismith, Nembhard, Turner, plus Ben Mathurin et Obi Toppin, qui sont ces 6 joueurs-là, 5-6 joueurs à plus de 10 points par match. Tandis qu'Oklahoma City a 2 joueurs à plus de 22 points, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, et le troisième est Chet Holmgren autour de 15 points par match. Le banc d'Indiana est très important offensivement. Cependant, le meilleur banc en termes de net rating, c'est-à-dire la différentielle nombre de points marqués par rapport au nombre de points encaissés sur 100 possessions, est le meilleur de toute la ligue avec 5,6. C'est-à-dire que lorsque le banc d'Oklahoma City est sur le terrain, ils mènent de 5,6 points de plus que le banc adverse. Mon pronostic final quant à cette série, je donne l'avantage au Thunder. Je pense qu'Oklahoma va gagner en 6 matchs. Les statistiques sont plutôt positives pour le Thunder. Je pense que Indiana est en feu à 3 points. Vont-ils le rester ? S'ils le restent, je pense qu'Indiana peut gagner ce match. Mais je pense que la défense d'OKC, élite, la meilleure de saison régulière et la meilleure des playoffs, elle va donc être très importante et va gêner celle d'Indiana. Je pense que Indiana va faire de son mieux. Ils vont peut-être gagner 2 matchs. Je pense qu'ils vont en gagner un. Ils vont gagner les 2 à la maison.
Mais le dernier match, je pense qu'Indiana va gagner, va perdre le Game 6 chez lui et donner la victoire au Thunder. Et que le Thunder sera le champion NBA avec la moyenne d'âge la plus faible. J'espère que cette preview vous aura plu. Ça va être une série exceptionnelle. Je pense que tous les matchs vont être beaux à regarder. Je pense qu'il va peut-être y avoir des scores peu serrés dans cette série, car ça va être deux équipes qui aiment faire des runs, qui sont capables d'avoir une adresse exceptionnelle pendant peut-être un quart temps, et qui va créer cette différence au sein de ces matchs. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Arthur, à bientôt pour d'autres sujets à traiter.